rentrée scolaire sous pression pour les enseignants. Ils craignent de ne pas arriver à exercer leur métier correctement à cause de la pandémie actuelle. Toute la difficulté sera de faire respecter les gestes barrières de façon générale. Ils redoutent le déficit de masques pour les élèves. Les détails dans ce journal. Juges d'instruction, policiers et gendarmes mutualisent leurs efforts pour stopper la recrudescence de l'immigration clandestine. Dans le nord du Sénégal, les autorités se sont rencontrées pour peaufiner des stratégies. L'axe du Nord est l'un des points de départ des migrants. On vous explique tout dans ce journal. L'actualité de ce jeudi, c'est aussi le Gamouat à Medina Baye. Le mouvement SOS Sang de Kaolack organise une journée de don de sang pour venir au secours des victimes d'accidents. L'imam de la grande mosquée de Medina Baye en veut lui au président de la France. Selon lui, ses propos sur les caricatures du prophète Mohamed relèvent de l'inculture. En sport, c'est une page de plus de 2 décennies qui se tourne. Ibrahim Hassen remplace le docteur Alioune Sarr à la tête du comité national de gestion de la lutte. Une première, la nouvelle équipe compte dans ses rangs des femmes. Le nouveau bureau a une mission de 2 ans avant de se transformer en une fédération. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement. C'est donc ce jeudi que les enseignants ont entamé l'année scolaire 2020-2021, une rentrée pas comme les autres après plusieurs mois de vacances forcées. Toute la difficulté pour les enseignants sera de faire respecter les gestes barrières. Ils craignent un déficit de masques pour les élèves. Fat Bintou Kanté et Lamine Mandiang. Ibra Ngom est le nouveau directeur de l'école primaire Mamadou Diagne de Ouakam. Pour sa première entrée dans cet établissement, les enseignants ont répondu présents dans leur majorité. Après, ils sont là dans la cour à 90%. Il ne reste que 3 enseignants sur les 14 qui sont attendus. C'est le même constat au lycée Galant de Diouf, où le censeur va plus loin et pense même que les enseignements peuvent débuter dès la rentrée et que le concept Ubitei Djangoutei est bien possible dans ce lycée. C'est présenté sous de bons auspices. La majeure partie des collègues ont été au rendez-vous. Les élèves continuent à s'inscrire. Nous avons commencé à désherber, à nettoyer les locaux de l'établissement. Et les emplois de temps ont été distribués aux professeurs. Et là, je crois que d'ici une semaine, les cours pourront démarrer effectivement. Ces établissements scolaires vont tout faire pour respecter le protocole sanitaire édicté par la tutelle. Compte juste appliquer les textes à la lettre. Les mesures de barrière sont toujours là. Seulement, la seule difficulté, c'est le manque pour le moment de masques pour les élèves. Nous allons respecter la consigne de la hiérarchie. Et comme ça a été promulgué par la hiérarchie, le ministère, nous allons nous atteler à faire respecter les protocoles d'accord aux élèves. Nous avions déjà le matériel en place. Il ne s'agit que de renforcer l'usage des masques et autres. Le seul hic, la distanciation sociale, vu le nombre pléthorique d'élèves dans les écoles publiques. Majeur, c'est la distanciation. Vu les effectifs du public, des fois on s'assoit par 3. Et la distanciation, ce sera difficile vu les effectifs pléthoriques. Des fois, on dépasse 60 par classe. Après 9 mois de congés forcés, les enseignants sont retournés ce jeudi à l'école sous fond de Covid-19. Merci Fat Bintou. Et puis à la menace d'une résurgence du virus s'ajoute le défi de l'effectivité de la rentrée. À Sédhiou, par exemple, les acteurs se mobilisent pour la campagne Ubitei Djangoutei. Le désherbage des établissements de la commune a été organisé sous la férule de la COSIDEP. Bakary Konté et Faligaï. La journée de lancement de la campagne Ubitei Djangoutei a eu lieu à l'école Chérif Sidi Aïdara, école 4 de Sédhiou, une initiative de l'antenne régionale de la COSIDEP. Nous voulons à travers cette initiative rendre les écoles salubres, sûres et fonctionnelles dès le premier jour de la rentrée. Donc cela suppose l'implication de tout le monde, de tous les acteurs, de toute la communauté pour que cette année-ci, parce que nous sortons d'une année particulière, et nous n'avons pas encore fini d'évaluer. C'est pourquoi nous n'avons pas le droit de perdre une seule minute, une seule heure. Le quantum est suffisamment affecté. Il va falloir s'organiser
pour rattraper tout ce temps perdu. Noah Sarr, IF de Sédhiou, magnifie l'acte et invite tous les acteurs au respect des mesures sanitaires. La rencontre a particulièrement insisté sur le protocole sanitaire. Donc, en rappelant aux populations, aux différents acteurs que la pandémie est encore là. Donc, même si nous avons beaucoup travaillé donc, à son éradication, donc même si nous avons beaucoup travaillé, on doit toujours rester vigilant. Donc, en quoi faisant, à l'occasion de cette rentrée des classes, on doit travailler à ce que donc, les conditions du protocole sanitaire donc, soient toujours de mise. Depuis le début des vacances, les jeunes ont mis en place un plan d'action pour faire de Sédhiou une ville propre. Depuis le début de ces vacances-là, les jeunes, à travers le conseil communal de la jeunesse et l'ensemble des structures de jeunesse qui se trouvent dans cette ville, que ce soit les mouvements à foulard, les associations sportives et culturelles et d'autres associations, ensemble ont mis un plan d'action pour un peu participer au développement de cette cité. Et donc, cette salle au niveau de l'école 4 rentre dans ce cadre-là du concept Oubitey Dianguetey. C'est pour répondre un peu à l'école de la communauté dont nous faisons partie. Noah Sarr, IF de Sédhiou, invite tous les acteurs à prendre toutes les dispositions pour la réussite de la rentrée des classes 2020-2021. Merci Bakary. Et puis, vous le savez, le Centre des œuvres universitaires de Dakar a un nouveau patron. Maguette Sen, maire de Malicounda, remplace Abdoulaye Sow, nommé ministre de l'Urbanisme. À l'UCAD, les étudiants attendent du nouveau DG du coup de plus d'assistance sociale. Ils lui réclament également une augmentation des logements au campus. Nos équipes ont recueilli leurs réactions. L'ancien directeur qui était là, il a vraiment travaillé. Les étudiants l'ont remercié. Qu'est-ce qu'il a fait de particulier? Regardez le cadre de l'université. Tout a changé. Les bâtiments sont là. Il a conçu des bâtiments. Le nouveau directeur, il n'a qu'à regarder celui qui est issu d'ici, l'ancien DG, M. Sow, je crois. Bon, il n'a qu'à se référer à lui. Bon, ça ira, Inch'Allah. S'il fait la même chose que lui, bon, on espère que l'université va encore perfectionner du point de vue environnemental et aussi scolaire. Nous attendons qu'il satisfait même le besoin des étudiants, c'est-à-dire que par rapport au logement, parce que la majeure partie des étudiants peinent à trouver des logements. Quand tu entres dans l'université, tu sauras très bien, ou bien tu pourras vérifier la véracité de mes propos. La majeure partie peine à trouver des logements. Mais seulement que on a commencé l'augmentation des pavillons, donc nous souhaitons vraiment une continuité et des rajouts même. La majeure partie des étudiants n'habitent pas ici à Dakar. La majeure partie des étudiants habitent au village. Ils viennent ici, ils n'ont pas là où loger ici à Dakar, seulement ici dans le campus. Donc il faut que le nouveau directeur essaye de faire le maximum possible pour loger le maximum d'étudiants. Accompagner certains étudiants socialement quand même, parce qu'il y en a des étudiants qui viennent de loin et qui ne peuvent pas avoir des logements. Peut-être les aider à trouver des logements aussi. La restauration a toujours été un problème. Donc les étudiants, tu vas manger après. Chaque fois qu'un étudiant vient, quelques jours après qu'il ait mangé, son ventre fait mal. Tu n'arrives pas à te concentrer. Parfois quand tu manges aussi, ça te donne envie de dormir. Je ne sais pas ce qu'il faut. Ça te donne envie de dormir, c'est un peu difficile. Donc la restauration pourrait être améliorée. Allons maintenant dans le nord pour parler de la lutte contre l'immigration clandestine. Vous le savez, l'axe du Septentrion est l'un des points de départ des migrants. La question préoccupe au plus haut point les autorités. Pour stopper les départs, policiers et gendarmes ont rencontré des juges d'instruction de la zone. Objectif, élaborer ensemble des mesures coercitives. Voyons tout cela avec Ousseynou Diop et Habib Sek. Les vagues cycliques de pirogues remplies de migrants vers l'Europe connaissent une nouvelle recrudescence dans notre pays. Pour une meilleure prise en charge judiciaire du trafic de migrants et un traitement efficace, les professionnels de la justice veulent réagir vite. Le trafic de migrants maintenant, tout le monde voit le spectacle désolant, cette tragédie nationale, donc autour de tous ces jeunes qui meurent dans l'océan Atlantique. Dans le cadre de cette équipée vers l'Europe et qui nous interpelle, nous, en tant que professionnels de la justice, dans cet aspect de trafic de migrants.
Lors de cet atelier, le procureur général près de la cour d'appel de Saint-Louis a révélé que la situation est critique au Sénégal. Depuis quelques jours, des centaines de jeunes tentent à tout prix de regagner l'Europe. Donc, c'est un phénomène national extrêmement sérieux. Et je crois que nous, en tant que professionnels de la justice, nous avons besoin de le comprendre à fond, d'en avoir une bonne cartographie, une bonne lecture. Au Sénégal, les candidats au voyage incertain sont considérés comme des victimes. Les procureurs des acteurs judiciaires prônent d'autres solutions. Par exemple, avec les moyens, comment exploiter les téléphones portables, comment faire un tout petit exploiter avec les satellites pour pouvoir même localiser ceux qui ont dû partir peut-être 2 ou 3 jours avant. Et ça, c'est ça qui permettrait par exemple de les sauver. Et donc en fait, il y a énormément de pistes qu'on devrait pouvoir explorer. L'objectif de cet atelier est de réunir les acteurs majeurs de l'institution judiciaire, notamment les procureurs et les juges d'instruction, pour réfléchir sur les mesures à adopter pour lutter contre le trafic de migrants, les migrations irrégulières et la traite des personnes. Les participants sont aujourd'hui bien outillés sur les formes de lutte efficaces contre le fléau de trafic de migrants et les autres formes de criminalité transfrontalière organisée. C'est nous pour pallier à l'oisiveté des jeunes. Le mouvement Dantal Gandiol prône la réouverture du canal de Ndialakha. C'est ce canal qui assurait la production agricole à des milliers de jeunes. Selon les membres du mouvement, cette localité a perdu, vous le savez, une dizaine de jeunes dans le naufrage d'une pirogue. Écoutons leur porte-parole à Lundia avec notre équipe à Saint-Louis. Les fils du Gandiol aujourd'hui, les fils de Saint-Louis, les fils du Sénégal périssent dans la mer parce qu'ils savent bien le danger qu'ils encourent. Mais derrière eux, ils ne voient rien. Il n'y a rien de rassurant qui leur pousse à rester chez eux. Donc l'Eldorado européen constitue pour eux la solution. Et tant que ce n'est pas résolu, tant qu'il n'y aura pas de l'emploi, je pense très bien que l'immigration clandestine va persister. Vous savez qu'un canal a été proposé, les autorités avaient proposé un canal. Il y a eu un blocage au niveau de Rao. On ne peut pas concevoir que l'État passe. L'État a envoyé des émissaires au Gandiol. Ils ont rencontré les jeunes, rencontré les acteurs de l'agriculture. Ils avaient promis que nous aurons ce canal. Mais jusqu'ici, il y a eu des blocages. Et vous savez qu'avec ce canal, les problèmes seront résolus à 100%. Parce qu'il y aura de l'emploi. Nous avons de la terre et nous savons comment s'y prendre. Et puis retenez à propos du nouveau gouvernement au chapitre des passations de pouvoir, ça y est, Antoine Abdoulaye Félix Diome a pris le relais du ministre de l'Intérieur sortant Ali Ngouille Ndiaye. La cérémonie s'est déroulée en présence des proches des deux ministres dans la sobriété comme l'a intimé le chef de l'État Macky Sall. Encore un conflit foncier à Mbayenne-Peul dans la région de Thiès. Des populations ont brandi des armes blanches pour s'opposer à la délimitation d'une surface qu'elles s'approprient. Comme c'est souvent le cas dans ces situations, les populations indexent le maire. Voyons tout cela avec Cheikh Anta Diop, c'est la tire. Il s'en est fallu de peu pour que le pire ne se produise à Mbayenne-Peul dans la commune de Fandène. Les populations armées de coupe-coupe se sont opposées aux opérations de délimitation de leurs terres. Avec des armes, ils nous vont menacer avec ici c'est les terres de nos ancêtres. Il faut que vous levez. Nous sommes les ministres des forces armées, nous avons nos armes et nous n'avons rien. Nous avons que des cultivateurs et des éleveurs. Le marigot là qu'on appelle Mahan, il a dit qu'il va entourer le marigot. Où allons-nous? Si tu écris une lettre pour l'adresser au maire, le maire ne répond pas. Si on demande une audience, le maire ne nous répond pas. Nous ne sommes pas des citoyens. On réclame nos terres. Ici, il n'y a pas de surface pour les animaux, il n'y a pas rien. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas ni d'eau. Ces populations de Mbayenne-Peul, très remontées, se disent prêtes à donner leur vie pour préserver les terres de leurs ancêtres. Martial est venu ici avec des géomètres bien armés. Il nous a menacés. Nous demandons au président Macky Sall d'intervenir avant que le pire ne se produise.
Martial Ndion, le secrétaire municipal de Fandène, proche du ministre Augustin Tine, joint au téléphone, reconnaît avoir fait usage de son arme pour dissuader les populations. Il explique que ces terres ne seront pas confisquées, mais il s'agit simplement pour le promoteur d'implanter un projet agricole en partenariat avec les populations de Mbayène Peul. Merci Cheranta. Allons maintenant à Kaolack. Gamouat de Medina Baye en don de sang pour venir au secours des victimes d'accidents. Le mouvement SOS Sang de Kaolack ne voudrait pas être surpris en cas d'urgence. En ce qui concerne justement les accidents, le bilan provisoire, les pompiers ont enregistré 21 accidents dont 2 corps sans vie retrouvés. Ibrahim Djamé et Faligaï. C'est pour parer à toute éventualité dans ce contexte de forte affluence liée au Gamou et au Gamouat de Medina Baye que le mouvement SOS Sang de Kaolack a jugé utile d'organiser ce don de sang pour sauver des vies en cas d'accident. On a eu à anticiper par rapport aux besoins, à certains besoins d'urgence, même si on ne le souhaitait pas, pour essayer d'augmenter un peu le stock au niveau de la banque de sang, pour voir si, pour lever certaines urgences dès qu'ils se présenteront, et pour améliorer la prise en charge des patients durant cette période. Ce don de sang est d'autant plus important que la situation au niveau de la banque de sang de l'hôpital régional n'est pas rassurante. Donc, il y a une pénurie de sang qui est constatée et c'est un problème partagé dans tous les hôpitaux du Sénégal. La séance de don de sang a mobilisé beaucoup de volontaires, des étudiants du CRF et des sportifs étaient de la partie. Parce qu'on voit que souvent on a eu des pénuries de sang dans l'hôpital. Et comme étant des étudiants, étant des professionnels de santé, à chaque fois nous sommes les premières personnes à interpeller parce que nous sommes les premières personnes qui sont sur le terrain. Le besoin vient de nous, donc pourquoi pas essayer d'être au devant de la chaîne pour essayer de faire de telle sorte que le sang ne sera pas en rupture à l'hôpital régional. À cette occasion, beaucoup de poches de sang ont été collectées pendant que les pompiers, eux, de leur côté, ont enregistré 21 accidents qui se sont soldés par des blessés et 2 morts enregistrés. Et justement, Ibrahima, le haut commandant de la gendarmerie nationale demande plus d'efforts dans la sensibilisation contre les accidents de la circulation. Le général Tine était en visite à Tambacounda où nous retrouvons Moussa Omar Gueye. À une semaine de la célébration de la journée des forces armées, le général de division Jean-Baptiste Tine, haut commandant de la gendarmerie nationale en tournée à Tambacounda et Kédougou, se félicite vivement des efforts consentis par les forces de défense et de sécurité en zone frontalière. De la journée des forces armées qui aura lieu le 10 novembre prochain et dont le thème porte justement sur la protection de nos espaces frontaliers. Il y a eu beaucoup de saisies sur nos routes. En témoigne aussi une baisse significative de la criminalité qu'il faut quand même peut-être corréler avec la pandémie. Entre le 7 février 2020, date de sa visite de prise de contact à ce jour, la brigade territoriale et la brigade mixte de Tambacounda ont refait peau neuve et c'est sans compter les travaux à Toubafal et à Goudiri. La brigade territoriale de Tambacounda vient d'achever sa réhabilitation et Goudiri achèvera sa réhabilitation dans les jours qui viennent. Ces travaux vont se poursuivre dans le reste des 2 régions. Au plan social, les hommes en bleu de la gendarmerie peuvent pouvoir espérer disposer des parcelles à usage d'habitation. Toujours est-il que le tout nouveau commandant de la Légion Gendarmerie Est, David Kogila Mané, est le premier commandant de Légion Est à avoir effectué une tournée dans le Kenyaba, département de Bakel, à bord d'une moto, histoire de vivre la même situation que les autres sur le terrain. Merci Moussa Omar. Et puis je vous le disais en titre, l'imam de la grande mosquée de Kaolack recadre Emmanuel Macron. Cheikh Ahmed Tidiane Aliou Cissé estime que c'est une inculture de s'en prendre au prophète Mohammed de la part d'Emmanuel Macron. Il appelle les fidèles à se conformer à la philosophie de l'islam qui est une religion de paix. L'imam de Kaolack avec notre équipe. bay dal ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam bay daan na wax ne weddi fi mu nekk nii
Ces gens-là qui s'en prennent à l'islam et au prophète ne sont mus que par l'ignorance. J'ose dire qu'ils sont très insignifiants pour ternir l'image du prophète. Mohammed, paix et salut sur lui, Maulana Cheikh al-Islam, disait dans le passé qu'on a dépassé l'époque où on doutait du prophète. Ces ennemis de l'islam ne font que perdre leur temps et prêcher dans le vent. Emmanuel Macron, lui, ne se rend même pas compte que là où il est en France, pendant qu'il s'en prenait au prophète, à la même heure, il y a 15 de ses compatriotes, des blancs comme lui, qui se sont convertis à l'islam, qui ont adhéré à la religion musulmane. Donc ce sont ses propres compatriotes qui lui ont répondu avant d'autres. Donc je prie pour que la paix se répande dans le monde entier. Nous sommes des croyants et nous ne cherchons à offenser personne ni à nuire à quiconque. Plus jamais de caricatures ou de propos blasphématoires à l'encontre du prophète. C'est le maître mot du collectif le Rassemblement des Sénégalais contre l'islamophobie. Le collectif, justement, compte organiser une marche samedi prochain. Écoutons le président Mamata Gueye. Le Sénégal, qui se glorifie souvent de ses 95% de musulmans, ne pouvait par conséquent pas être en reste. C'est la raison pour laquelle une centaine d'organisations socio-religieuses regroupées sous le label Rassemblement des Sénégalais contre l'islamophobie et les caricatures blasphématoires sur l'honorable prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a décidé de porter la réplique à cet intégriste laïque qu'est le président français Emmanuel Macron, qui a déclaré urbi et orbi, au vu et au sous de tous, que ses concitoyens français ont le droit de blasphémer et que la France ne renoncera pas aux caricatures. Par conséquent, la riposte sénégalaise sera donc pacifique, mais forte et massive, Inch'Allah. La Oumma islamique sénégalaise et tous les compatriotes épris de paix et de justice comptent donc samedi prochain, le 7 novembre, à 10h, donc après-demain, dire d'une seule et unique voix non à l'islamophobie et aux caricatures blasphématoires sur le prophète Mohammed. En politique, les ex-membres de la coalition IDI 2019 doivent redessiner leur démarche pour mieux faire face au régime de Macky Sall. Pour les réumistes, leur leader n'a pas trahi la confiance de ses soutiens lors de la présidentielle passée. Quoi qu'il en soit, cette coalition est considérée comme une coalition politique juste pour cette élection. Voyons tout cela avec Alassane Ba et Mohamed Djeng. La coalition IDI 2019 a cessé d'exister au lendemain de la présidentielle de 2019. En compagnonnage politique, le leader de Rewmi n'avait pas à se justifier sur son choix. Idrissa Seck, pour sa part, a joué sur son tempo. Il n'avait aucune obligation à aller dire aux autres, voilà l'orientation moi que je vais prendre. Vous parlez d'élégance. En politique, oui, ça peut s'entendre, mais les enjeux sont tels souvent que vous préférez la jouer dans le doux tempo plutôt que d'offrir de l'éclat aux autres. Nous nous gardons de faire des commentaires par rapport à cela. Parce que aujourd'hui, ce qui nous importe, c'est d'essayer de trouver des solutions aux problèmes que les Sénégalais rencontrent. De trouver des solutions aux problèmes que les Sénégalais sont en train de vivre. C'est mieux que d'essayer d'entrer dans un débat de cours ou bien dans un débat de ping-pong. On n'a même pas le temps. Les Sénégalais n'ont pas ce temps-là. Une nouvelle attitude s'impose au sein de l'opposition. Pour le parti Rewmi, le commentaire est libre, mais la démarche s'explique. Tout compagnonnage a une durée de vie. Et ce qui est important, c'est de sauvegarder les bonnes choses qu'on a partagées. C'est de sauvegarder tout simplement tout ce qui s'est passé dans cette coalition-là. Maintenant, eux, ils ont choisi l'autre choix. Nous avons cette choix. Il a discuté avec ses leaders. Je vous le dis, je vous l'ai dit, et aussi et je précise, tout a été discuté. IDI 2019, on n'en parle plus, de toute façon, parce que le générique même n'est plus de mise avec le départ d'Idrissa Seck. Les autres coalitions qui existaient et où était Idrissa Seck vont également se
renouveler, se rafraîchir et peut-être redessiner leur démarche. Pas de commentaires chez les différents leaders qui avaient soutenu la candidature d'Idrissa Seck en 2019. La coalition a été politique et elle a pris fin après la présidentielle. Merci Alassane. La question du Sahel au menu d'une rencontre organisée par Afrikadium et Konrad Adenauer. Le thème porté sur la stabilité en Afrique, revue sécuritaire, état de droit et extrémisme violent dans le Sahel. À noter que l'ex-présidente du Conseil économique, social et environnemental, Madame Aminata Touré, a pris part à cette rencontre. C'est donc sa première sortie depuis son départ du CESE. Compte rendu, Cheikh Diop, Lamine Bantiang. Il s'agit d'échanges sur une préoccupation majeure, la sécurité dans le Sahel, d'où une interrogation sur l'état de droit et l'extrémisme violent dans cette zone. L'idée est de travailler pour instaurer la paix et la sécurité dans cette partie du continent. Depuis les indépendances, nous assistons un peu, surtout dans les pays du Sahel, à une espèce de décomposition des États. On a vu ce qui s'est passé au Mali avec les élections législatives, jusqu'au coup d'État militaire. Je pense que tout ça, nous devons en tirer les conséquences. Parce qu'effectivement, les djihadistes maliens ou nigériens qui tournent l'arme contre le pays ne reconnaissent plus l'autorité de l'État. Comment restaurer l'autorité de l'État? Comment régler la question de la représentation que nous avons, la crise de la représentation démocratique? Plusieurs défis sont à relever pour une zone plus stable. Il nous faut aujourd'hui repenser le système démocratique, repenser l'État en tant que tel, parce que l'État est dans une décomposition profonde, repenser les outils, je dirais, si vous voulez, de régulation de l'État, c'est que ce soit la gouvernance, que ce soit la démocratie. L'autonomisation et l'implication des jeunes dans la recherche de la paix sont deux facteurs non négligeables. Absolument, tout le monde, mais l'État d'abord. L'État assure la sécurité à l'intérieur du pays et aux frontières. Donc ça, c'est une mission régalienne. Mais on sait que c'est un combat asymétrique. Ce n'est pas des méthodes, disons, conventionnelles qui sont utilisées par les groupes extrémistes. Il faut miser aussi sur la prévention communautaire. Mais au niveau de la communauté, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez les chefs religieux qui jouent un rôle important, mais vous avez surtout les jeunes. Pour mettre un terme à l'extrémisme, les acteurs misent sur la sensibilisation. Ils négligent pas aussi la dimension numérique et des réseaux sociaux pour combattre les fake news qui influencent souvent les jeunes. Merci cher. Venons-en à la présidentielle américaine. Le Nevada pourrait suffire au ticket Biden-Harris pour être élu président et vice-présidente des États-Unis. Le candidat démocrate n'a besoin que de 6 grands électeurs de plus pour être élu. Le pays devra encore patienter avant de connaître le dénouement de ce scrutin inédit. Ibrahim Khan. 48 heures après le jour du scrutin, le pays reste suspendu aux opérations de dépouillement qui se poursuivent. Pour l'heure, les résultats de 4 États clés cristallisent toutes les attentions. Il s'agit du Nevada, de la Pennsylvanie, de la Caroline du Nord et de la Géorgie, où le décompte suit toujours son cours. Un seul de ces 4 États cités suffit au candidat démocrate pour atteindre le chiffre magique qui lui ouvre les portes de la Maison-Blanche. Pour le moment, Joe Biden, candidat démocrate, est crédité de 264 grands électeurs sur les 270 nécessaires pour être élu, contre 214 pour le président sortant, Donald Trump. Selon les dernières tendances, l'ancien vice-président sous le magistère de Barack Obama dispose d'une légère avance dans le Nevada, alors que le candidat républicain mène largement la course dans l'Alaska et possède une légère avance dans les 3 autres États. Attention tout de même, si la victoire se confirme pour le ticket Biden-Harris dans le Nevada où 6 grands électeurs sont en jeu, cela suffirait pour que ce dernier soit élu. Rappelons toutefois que l'équipe de Donald Trump a déjà demandé le recomptage des voix dans le Wisconsin. Elle a également déposé des plaintes dans le Michigan et en Pennsylvanie pour fraude. Une donne qui risque de retarder davantage l'issue de la présidentielle du 3 novembre.
Merci Brahma. Et puis en sport, c'est un événement, une page de plus de 2 décennies qui se tourne. Ibrahim Hassen, enseignant à la retraite, est le nouveau patron de la lutte sénégalaise en remplacement de l'emblématique Alioune Sarr. La nouvelle équipe du CNG de lutte a été dévoilée cet après-midi. Des femmes vont siéger dans le bureau. C'est une première. La nouvelle équipe a une mission de 2 ans avant de transformer le comité en une fédération. Voyons tout cela avec Cheikh Sadibou Diarra et Lamine Mandiang. Ibrahim Hassen est le nouveau président du CNG de lutte. L'enseignant à la retraite et président sortant du CNG de lutte de Kaolack est à la tête d'une équipe composée d'hommes et de femmes. Un CNG qui dispose d'un mandat de 2 ans. Au poste de président, M. Ibrahim Hassen. Premier vice-président, Maïssa Ndiaye, chargé de la lutte avec frappe. Deuxième vice-président, M. Yacinthe Ndiaye, dit mandat 2, chargé de la lutte sans frappe. Troisième vice-présidente, Madame Isabelle Sambou, chargée de la lutte olympique. Quatrième vice-président, Abdou Aziz Gueye, chargé des finances. Cinquième vice-président, Issa Ndiaye, assisté de Madame Ndeye Ndiaye Tyson. Un nouveau bureau du CNG qui a pour entre autres missions d'instaurer des réformes pour la mise en place d'une fédération. Ces hommes et ces femmes auront la lourde tâche de développer la lutte avec frappe, la lutte sans frappe, la lutte olympique et certainement d'autres façons de lutter. C'est un groupe qui aura la lourde tâche aussi de sortir des textes qui seront appréciés par la famille de la lutte, et ces textes nous conduiront effectivement vers une fédération. Il faudrait que notre règlement puisse être vulgarisé au niveau de ces écuries en langue nationale. Le président Ibrahim Hassen et ses collaborateurs, qui ont la lourde tâche de suppléer Alioune Sarr et compagnie, vont être installés au cours de la semaine prochaine. Merci cher, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'info continue dans Soir d'Info. Monsieur Babacar Gaye de Ande Sorkhali Sopi est l'invité de Soir d'Info avec vous, Aram Touré, en compagnie de Binta Diallo. C'est à vous. C'est bien ça. Merci beaucoup, Chérif Diop. Bonsoir.